Bonsoir, ravi de vous retrouver. Ce sont ce soir des lycéens que vous allez découvrir sur le plateau de votre télé. Et vous, nous avons confié cette émission à des élèves de terminale et de seconde du lycée Rive-Gauche de Toulouse, et ceci dans le prolongement de la semaine de la presse et de l'information à l'école. Alors, c'est leur émission, ils en ont choisi le thème, d'où vient l'info, comment démêler le vrai et du faux. C'est une question importante qu'ils ont souhaité nous poser. On va tenter de répondre à toutes leurs interrogations. Indispensable, bien sûr, au vu de leur pratique d'Internet et des réseaux sociaux. Et une question qu'ils ont souhaité resituer dans le contexte actuel de la campagne électorale et de l'élection présidentielle. Et puisque cette émission est la leur, eh bien, le reportage que vous découvrirez dans quelques instants a été réalisé par deux autres élèves du lycée Rive-Gauche de Toulouse. Ils ont voulu savoir comment les rédactions pouvaient en effet démêler le vrai du faux, et ils sont allés pour cela à la source de l'information. Dans la deuxième partie de l'émission, comme à chaque fois, la partie Internet, eh bien, ce sont d'autres lycéens qui viendront nous rejoindre, et puis on vous fera découvrir à ce moment-là d'autres reportages, et vous avez bien évidemment le Facebook de l'émission à votre disposition pour réagir comme vous l'entendez. Alors tout de suite, je vous présente les lycéens qui sont sur ce plateau. Lycéenne, Désirée Guiton-Kerbois, bonsoir. Bonsoir. Merci. Donc, élève de terminale, lycée Rive-Gauche de Toulouse. Alors, à chacun, moi, je vais vous poser une question très simple, parce que pour nous, c'est important de savoir, vous, comment vous vous informez, quelles sont vos pratiques, en l'occurrence. Toi, Désirée, un peu le journal, tu regardes encore? Je regarde donc les journaux télévisés, je m'informe à travers donc multiples réseaux sociaux et les journaux papier aussi. Voilà. Et Instagram. Instagram en particulier, oui, avec des comptes qui publient des informations dédiées aux informations. Kylian Hirjut, élève de terminale aussi. Vous appartenez tous à la classe européenne, hein, et j'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, toi, tu regardes aussi un peu les journaux télévisés? Oui, le 20h. Voilà, plutôt TF1. Oui, plutôt TF1. Bah oui, mais libre à toi. Internet aussi? Oui, Internet, un peu comme tout le monde, enfin toute la jeunesse de maintenant, et oui aussi les journaux papier, les journaux régionaux. Voilà, et tu vas sur les sites des journaux comme La Dépêche, le journal régional, ou Le Figaro. Et tu regardes aussi de temps en temps la chaîne parlementaire. Oui. Ce qui doit être quand même assez rare. Ça fait plaisir à Gilles Bernstein. Voilà, et régulièrement, c'est dans l'air. Emma Pouclet, bonsoir Emma, bonsoir. Élève de terminale, toi aussi. Alors toi, tu regardes une chose en priorité à la télévision, c'est Quotidien. Le quotidien. Voilà, c'est ainsi tu vas regarder éventuellement un journal télévisé si c'est une information importante. S'il y a des événements importants qui se sont passés, comme les attentats, là, je vais regarder une chaîne type TF1 ou BFM TV. Et sinon, je m'informe beaucoup plus sur Twitter. Voilà, sur Twitter. Toi, tu choisis Twitter en priorité. Tu estimes que c'est plus sûr? J'ai plus de facilité pour vérifier mes sources. Plus de facilité pour vérifier tes sources. Très bien. On a l'occasion d'en parler avec Julien. Alors, pour échanger avec vous, Béatrice Gelot, merci Béatrice d'être là, journaliste à la rédaction politique de la rédaction nationale de France 3. Elle a suivi plusieurs campagnes électorales et elle vous dira, elle pourra vous expliquer cette campagne cette année et qui elle suit comme candidat et ce que ça implique. Gilles Bernstein, éditorialiste politique à la chaîne France Info, que vous pouvez écouter et voir. C'est ça le miracle de France Info, le matin avec Jean-Michel Apathy pour l'interview politique. Et en fin de journée, en ce moment, puisque c'est la campagne, il fait un résumé de la campagne sur France Info. Et avant, eh bien, il a été le rédacteur en chef de l'émission politique des Paroles et des Axes, qui pourra peut-être susciter des questions de votre part. À mes côtés, Julien Pin, rédacteur en chef chargé pour la chaîne France Info de tout ce qui est les modules. Je sais que vous en connaissez un certain nombre. C'est un spécialiste des réseaux sociaux. De l'instant détox que certains d'entre vous connaissent et qui a créé, mais sur France 24, Les Observateurs. Alors, on va passer tout de suite au vif du sujet, puisqu'on va découvrir, je sais que vous êtes impatients, le reportage de deux de vos camarades, de Tom-Antoine Dominique et de Benjamin Lozès. Ils étaient là la semaine dernière. Bien sûr, ils étaient accompagnés de Sophie Nénine, notre journaliste, pour mener leur enquête. L'enquête, d'où vient l'info? La question, eh bien, ils l'ont posée aux journalistes de la plus grande agence de presse française, à l'AFP. Et puis, en même temps, ils ont voulu savoir quels étaient les moyens qu'une rédaction avait à sa disposition pour démêler le vrai du faux. Et lorsqu'ils sont arrivés à la rédaction de Radio France, c'était au moment où on apprenait qu'il y avait l'attentat de Londres. Regardez leur reportage.
Donc, je suis Tom Anton Dominique, élève au lycée Rive-Gauche en terminale à Toulouse et je suis ici à France 3 à Paris pour vivre une expérience journalistique encadrée par des professionnels. Je suis Benjamin Loz, élève en terminale S au lycée Rive-Gauche à Toulouse et je suis ici pour essayer de comprendre le métier de journaliste et donc essayer de comprendre d'où vient l'info, comment elle est traitée aujourd'hui pour nous. Et pour répondre à leurs questions, quoi de plus naturel que de rendre visite à la plus ancienne des agences de presse, l'AFP. Bienvenue à l'agence France Presse, qui est une grande maison qu'on est fiers de présenter toujours. Christophe Schmitt, enchanté. Bonjour. Sur le traitement de l'information, on aimerait un peu savoir comment ça marche concrètement. Les différentes étapes dont subissent une information, de sa récolte à la diffusion par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'un fait devient une information? Voilà. Je laisse tomber mon yaourt, c'est un fait. Un avion s'écrase sur la tour Montparnasse, c'est une information. On est d'accord? Oui. Une fois que cette information est vérifiée, il y a un journaliste qui va la mettre en forme, qui va écrire les éléments exacts, un deuxième qui va l'éditer, c'est-à-dire qui va vérifier, qui va contrôler, et puis on va donner l'information à tous nos clients. C'est-à-dire pour ce qui est de l'AFP, c'est en gros tous les grands médias mondiaux, puisqu'on a 5000 clients, on écrit dans 6 langues. En mars 2015, ouais. Vous commettez une erreur, finalement vous annoncez la mort de Martin Bouygues, une information qui s'est avérée être fausse. Tout part d'une dépêche de l'agence France Presse, dont les informations sont toujours considérées fiables par les rédactions. L'annonce du décès est du coup reprise par tous les médias sur les réseaux sociaux et les condoléances de personnalités affluent, comme l'ancienne patronne du MEDEF, Laurence Parisot. Depuis ce jour, qu'avez-vous mis en place pour que ce genre d'erreur ne soit pas répété finalement? L'erreur qui a été commise par l'AFP ce jour-là, qui est une erreur collective, c'est une erreur qui n'aurait pas dû se produire et ça nous a profondément blessés. On a cherché à comprendre ce qui s'était passé et puis ensuite on a fait un travail en profondeur, non pas pour inventer de nouvelles règles, mais pour les rappeler, pour les moderniser et pour s'assurer surtout que tout le monde dans la maison en était parfaitement conscient à tout moment. Personne n'est infaillible. Pour éviter d'annoncer une fausse nouvelle qu'il faudra ensuite démentir, le journaliste se doit donc de croiser ses sources, de recouper ses informations. Nos reporters poursuivent leur enquête dans Paris. On se rend où maintenant? On se rend à Radio France, interviewer une journaliste, responsable rédactrice en chef d'une nouvelle agence. Et cette agence a pour but de coordonner l'information au sein de Radio France ou de France Info par exemple. Et nous, on va juste lui demander comment elle fonctionne concrètement. Ça fonctionne, oui. D'accord. Allons-y alors. Donc on est en breaking news sur ce qui se passe à Londres. Marc est en train d'écrire une information, un bandeau. Donc là, voilà, moi je vais valider. Concrètement, à quoi sert votre agence? On a tout le réseau France Bleu, France Inter. Ils nous envoient des informations. Soit on suit leur compte Twitter, soit ils écrivent à l'agence, soit ils nous appellent. Et donc sur un certain nombre de sujets qui correspondent à la ligne éditoriale de France Info, de faire un fil de dépêche qui se trouve là, l'agence France Info. Voilà, on a un bon exemple parce qu'il est à Londres. Donc là, on se base sur des sources officielles ou sur nos journalistes. Donc là, à Londres, la police confirme des coups de feu sur le pont. Là, hop, en le mettant ici, il le met en ligne. Il y a la petite flèche rouge et quand elle va passer sur ce bandeau-là, il va apparaître là-bas. Voilà, un certain nombre de blessés, nous ne pouvons pas... Voilà. Retour à France Télévisions, sur le plateau de la dernière née des chaînes d'infos en continu, France Info. Bonjour, on voulait savoir en quoi l'agence France Info vous est utile ici sur ce plateau. Ça nous sert d'abord à deux choses. Premièrement, vérifier l'information, parce qu'on ne donne pas une information sans avoir la vérification de leur côté. Vice-versa, ça marche effectivement aussi. Et une fois que les deux entités, l'agence là-bas, France Info, et nous ici sur le plateau avec nos confrères de la 2 ou de la 3, avons vérifié l'information. Aujourd'hui, tout circule sur les réseaux sociaux et le premier à propager des fake news, des fausses infos, se nomme Donald Trump. Le président des États-Unis n'hésite pas à inventer un nouvel attentat supposé en Europe. La Suède. Ils ont accueilli beaucoup de réfugiés et maintenant ils ont des problèmes comme ils ne l'auraient jamais pensé.
Aussitôt, Stockholm dément tout acte terroriste. L'ancien Premier ministre suédois ironise sur Twitter. Un attentat en Suède, mais qu'a-t-il donc fumé ? En France, pour lutter contre la désinformation, une quarantaine de médias s'est réunie autour de la plateforme numérique Crosscheck. Nous sommes sur le site Crosscheck. On se rend compte qu'en fait, on a rarement des faux montés de A à Z. Donc, par exemple, avec un extrait vidéo, vous avez des doutes, vous pouvez remonter la vidéo originale finalement. Alors je vous prends l'exemple d'une vidéo qu'on a trouvée hier qui est extrêmement partagée. Il y a eu plus de 10 millions de vues, c'est énorme, sur une page Facebook où on laissait entendre que c'était des étrangers qui, dans un hôpital français, frappaient des employés. Et là, on explique très rapidement que ça n'a absolument rien à voir et que cela a été tourné dans un hôpital en Russie. À une époque où 42% des Français disent utiliser Facebook pour s'informer, démêler le vrai du faux est devenu un acte citoyen. Désormais, chacun peut pointer du doigt une information falsifiée. Fin du reportage et bilan de l'expérience. On était immergés dans cette ambiance de télé finalement et c'est très enrichissant. On a vraiment vécu une belle expérience de journalisme, je pense, voir les choses en face telles qu'elles sont et qu'on ne les voit pas forcément à la télé ou même de chez nous. Et je pense que j'en tire beaucoup de choses. Voilà, je voudrais apporter une précision. Vous tous, vous deux et vos deux camarades qui ont tourné le reportage, vous étiez aux États-Unis pour un voyage scolaire au moment des élections, pendant 10 jours. Tous les jours, vous avez fait des articles pour le journal régional La Dépêche. Vous avez fait beaucoup d'interviews aussi, que vous allez exploiter d'une manière ou d'une autre. Et vous étiez à New York lorsqu'a été annoncée la victoire. Retourner en terminale, moi je veux bien. Ouais, de Donald Trump. Bon, vous nous en parlerez parce que je sais que c'est quelque chose qui vous a beaucoup marqué. Par rapport, d'où vient l'info par rapport au reportage de Tom et Benjamin, Sébastien Benjamin, j'ai bien dit. Réaction, Emma, réaction ou question suscitée que tu aurais envie de nous poser? C'est une démarche très intéressante déjà de savoir donc d'où provient l'info et le fait de dire donc à la fin que démêler le vrai du faux est un acte citoyen, c'est quelque chose d'intéressant. On a aussi la responsabilité de ne pas relier les fausses infos en fait. On doit faire cette part des choses, prendre un recul et ne pas relier, ne pas faire ce passage entre les fausses infos en fait. Et voilà, il faut faire cette part des choses. Voilà, vous y compris, et nous bien sûr, et on essaiera de vous dire comment on fait. Kylian? Oui. Par rapport au reportage et aux questions que tu souhaiterais que ça suscite de ta part? Les questions que ça suscite de ma part, c'est votre rôle en tant que journaliste à vous, et comment vous le prenez, le fait qu'il y a des fausses informations qui sont dévoilées comme ça, et aussi la perte un peu de votre crédibilité, dans le sens où, comme on l'a vu, Donald Trump aux États-Unis, qui fait que dénigrer les médias et tout ça en disant que c'est l'ennemi du peuple et tout ça. Est-ce que vous comprenez qu'il y a une perte de crédibilité en certains journalistes, oui, de la part de la population? Et puis Emma, réaction et questions suscitées. Moi, c'est par rapport à l'agence de presse AFP. Ils parlent de sources officielles et je me demande toujours comment être sûr qu'une source est authentique. Est-ce qu'on est sûr à 100% que l'information qu'on nous a fournie, elle soit authentique, quoi. Voilà. Comment on vérifie cette information? Alors c'est vrai que les campagnes électorales sont source d'information et aussi chacun peut essayer de manipuler l'information pour son propre camp ou contre le camp des autres, donc c'est sans doute pas toujours évident. Gilles, Béatrice, comment en effet s'assurer que l'information elle est juste, exacte et qu'on sort d'une forme d'intox qui est souvent pratiquée dans des périodes de campagne électorale? En fait, je dirais que nous, on a nos contacts à nous. Quand il y a une information qui sort, on appelle les personnes qu'on connaît. Par exemple, moi, pour cette campagne, je suis Benoît Hamon, pour cette campagne présidentielle. Donc, quand il y a une info qui sort sur Benoît Hamon, je contacte toute l'équipe de campagne, certaines personnes qui sont dans son équipe de campagne, plusieurs, et je fais des recoupements avec ces contacts et je regarde si l'info est vraie. Et plus le nombre de personnes est important à me dire que cette info est vraie, plus j'ai tendance à croire que cette info est vraie.
Et si je n'arrive pas à savoir vraiment si cette info est vraie, soit je décide de ne pas la donner, ou soit je la mets au conditionnel. Voilà. Gilles ? Pareil, c'est vrai qu'on est confronté, quand on suit une campagne électorale, donc moi je ne suis pas particulièrement un candidat, mais je suis appelé à interviewer et à commenter, à analyser tout ce qui se passe dans la campagne. Bah, c'est sûr qu'on est au milieu de plein... Enfin, on essaye... Chacun instrumentalise tout le monde. C'est-à-dire, nous, en tant que journalistes, on est instrumentalisés parce que les politiques ont intérêt à ce qu'on relaye telle ou telle info et à l'inverse, qu'on cache telle ou telle autre info à nous, avec notre réseau, avec notre cerveau aussi, en réfléchissant, en essayant de vérifier, en faisant parler les uns les autres, en confrontant les opinions. À nous d'essayer de nous faire une opinion et à nous de choisir de relayer ou pas une information. Il n'y a pas de méthode assimile, enfin, il y a des choses de base. Voilà, une information, quand on l'a, on doit essayer de la vérifier. Il ne faut jamais la prendre pour argent comptant. Après, la manière de vérifier, à chacun de se débrouiller. On a plus ou moins confiance dans nos sources. On sait qu'il y a des gens qui ont assez peu intérêt à nous mentir, donc en qui on peut faire compte. Parce qu'on a besoin d'eux, ils auront besoin de nous. Après, on s'appelle aussi entre nous. On s'appelle beaucoup entre nous, absolument. Voilà, on se connaît sur le terrain, on se côtoie et on dit voilà. Est-ce que tu as cette info ? Est-ce que ton contact à toi, parce qu'on n'a pas forcément les mêmes contacts, donc on arrive à avoir un faisceau d'indices qui nous permettent de dire si au final cette info est vraie ou pas. Et en même temps, de l'autre côté, l'équipe du candidat, par exemple, on a été confronté à ça quand Bernard Cazeneuve est allé au QG de Benoît Hamon il n'y a pas très longtemps. Nous, les journalistes, une fois que Bernard Cazeneuve a fait sa déclaration, à aucun moment on lui a posé la question, il nous a dit « je soutiens Benoît Hamon ». Et nous, on avait besoin de cette réponse, donc il est resté dans le vague. On s'est dit « il soutient pas ». Comme il n'a pas été clair, il n'a fait que redire ce qu'il lui avait dit au mois de janvier. On s'est tous plus ou moins concertés. Et on a dit non, il ne le soutient pas de manière claire. Et il lui fait passer un message. Effectivement, il a fait un pas en venant au QG, mais ça s'arrête là. Et donc nous, dans nos papiers, c'est ce qu'on a répercuté. Voilà, c'est ce qu'on a dit. Et tout de suite après, sur les réseaux sociaux, sur les comptes Twitter de l'équipe de campagne, ils sont allés à l'encontre de ce qu'on disait en disant non, Bernard Cazeneuve est venu soutenir. Et on avait les mots... honoré et fier du soutien de Bernard Cazeneuve. Or, nous, on ne l'a pas du tout interprété, entre guillemets, comme ça. C'est la part entre communication et information. Voilà, exactement. Eux, ils ont fait de la com, et nous, on a décrypté ce qu'il y avait derrière, en fait. Tout le monde a fait de la com. Ce jour-là, Bernard Cazeneuve a fait de la com en essayant de poser un acte pour être entre les deux. Benoît Hamon avait envie et besoin que ça soit interprété comme un soutien. Et nous, notre métier ce jour-là était de dire non. Je me souviens ce qu'il a dit ce jour-là. Il a demandé à Benoît Hamon de soutenir le bilan du gouvernement, mais il n'a pas dit « je soutiens Benoît Hamon ». Donc nous, notre métier, c'est, à travers des propos que tout le monde peut entendre, de les interpréter de la façon la plus juste possible, qui n'est pas toujours celle que souhaite l'un ou l'autre camp, qui est même souvent différent de ce que souhaite l'un ou l'autre camp. Alors, la question que vous aviez posée aussi sur démêler le vrai du faux, c'est le problème de la crédibilité des journalistes. C'est vrai que la confiance pour les journalistes, elle n'est pas au summum, mais en même temps, il y a un vrai goût et une curiosité pour l'info, donc ça réconforte. Et là, en effet, le tri entre le vrai et le faux est un facteur de crédibilité, Julien. C'est sûr, et nous, on le fait, c'est notre métier, parce qu'on a le temps de le faire, parce qu'on a des outils pour le faire, mais j'ai envie aussi de vous renvoyer la question. Vous avez aussi peut-être une responsabilité quand vous êtes sur Twitter et que vous relayez une information sans avoir rien vérifié, d'une source que vous ne connaissez pas, et que vous l'envoyez à tout votre réseau d'amis. Et ben, c'est pas parce que vous n'êtes pas journaliste que vous n'avez pas une responsabilité. C'est des fois un peu facile de tout mettre sur les journalistes. Oui. On l'a vu, on fait des erreurs. On a eu l'erreur de l'AFP. On en fait. Mais sur Twitter, vous aussi, vous relayez énormément d'informations que vous n'avez pas vérifiées. Et je pense qu'il faut maintenant se responsabiliser. D'autant que sur Internet, vous avez aussi des outils pour vérifier les informations. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais quand on a vu la vidéo tout à l'heure qui a été circulée par ce qu'on appelle un peu la fachosphère des employés de cet hôpital psychiatrique en Russie qui se faisaient tabasser par quelqu'un et que la fachosphère nous disait que c'était un migrant qui tabassait des bons Français, ça, c'était pas très compliqué à vérifier sur Internet. En quelques clics, en faisant des recherches dans le Google, vous auriez trouvé la solution. Et il y a plein de gens qui l'ont retweeté parce que c'était choc.
sans se poser la question. Voilà, mais Désirée disait tout à l'heure qu'elle était très attentive justement à vérifier ses sources pour ne pas relayer n'importe quoi. Moi, je voudrais vous demander, vous étiez tous les trois aux États-Unis. Je sais que pour certains, ça a été un choc et que pour d'autres, ça a été une prise de conscience politique. Et ça a sans doute des répercussions sur la manière dont vous voyez la campagne aujourd'hui. Emma, toi, du coup, tu t'es un peu plus intéressée à ce qui se passe aujourd'hui en France ? Oui, parce que le voyage, il est arrivé aussi à un âge où on est à l'adolescence, on va passer à nos 18 ans. On est à une période où on va commencer à voter. Et le retournement de situation qui s'est passé aux États-Unis avec du coup l'élection de Trump, je me suis dit que peut-être il fallait que je commence à m'intéresser à celle qui se passait chez moi en France. Et du coup, c'est vrai que quand je suis rentrée, j'ai commencé à m'intéresser plus aux candidats, à leur programme notamment, et à essayer de commencer à choisir un peu vers quel camp j'allais me diriger. Kylian ? Moi, c'est un peu la même chose. J'ai vu que je m'intéressais déjà pas mal à la politique en France, j'ai pu comparer Oui, tu t'intéresses bien à la politique, toi. J'ai pu comparer les deux formes de campagne, entre guillemets, et d'information. Et c'est compliqué à dire, mais ça fait une prise de conscience parce qu'on voit un peu la même chose arriver en France, où les gens ne savent plus pour qui voter. Et du coup, se dirigent plus vers un personnage plutôt qu'à un programme ou tout ça. Et c'est ce qu'on a vu peut-être avec Trump aux États-Unis. Désirée ? Et peut-être une question aussi, même en lien avec tout ça. Du coup, c'est des élections qu'on a vécues avec émotion. Hein, comme ils ont parlé de retournement de situation, c'est le cas. Il y a peut-être eu un rôle des médias dans le fait où Clinton était surtout annoncée gagnante en fait par les sondages. Du coup, c'était un peu une surprise au final pour nous. On s'y attendait pas tellement. Et c'est ça. Donc, on parle de prise de conscience parce que. En France, il peut arriver exactement la même chose et c'est quelque chose qu'on a vécu avec émotion. On a été au contact des gens, la majorité des personnes qu'on a rencontrées étaient pour Clinton et du coup, voilà, on avait cet effet de surprise. Moi, ma question était par rapport aux périodes de campagne. En fait, est-ce qu'elles sont davantage propices à des fausses informations en tant que période de campagne telle que c'est le cas actuellement ? Et puis, est-ce que peut-être les médias, comme vous l'aviez souligné, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils peuvent jouer en quelque sorte, gagnant, miser sur un cheval plutôt que sur un autre, etc. Bon, alors tous les deux. Tu as parlé de deux choses différentes. Tu as parlé de le fait que tout le monde pensait que Clinton allait gagner. Donc ça, c'est pas tant l'importance des médias que celle des sondages, que les médias relayent, mais c'est celle des sondages. Alors sur les sondages, je dirais et je redirais ce que disent les sondeurs tout le temps, c'est qu'un sondage, c'est pas une prévision. Un sondage, c'est une photographie à un moment donné du temps. Alors ça peut se tromper, ça peut être imprécis, mais les sondages aujourd'hui, que tu vois en France aujourd'hui, essayent de dire la situation politique aujourd'hui. En aucun cas, ça veut dire que ça sera la même il y a un mois. Donc peut-être que nous, on relaye trop les sondages, mais à vous aussi d'avoir ça en tête, de dire qu'aujourd'hui, Marine Le Pen et Emmanuel Macron seraient qualifiés pour le second tour, ça ne veut pas dire, encore une fois, c'est une photographie d'un moment. Voilà. La photographie, on a eu quelques surprises depuis. Voilà, la photographie que je peux faire de vous en ce moment n'est pas la même que celle que je ferai dans 3/4 d'heure. Voilà. D'accord ? Une petite réaction après de Béatrice. Non, oui, non, vas-y. Non, vas-y, je t'en prie. Non, après, sur les fausses infos, oui, évidemment, tu as demandé est-ce qu'il y a plus de fausses élections. Évidemment, plus une élection approche, plus chacun a intérêt à ce que leur discours soit relayé et ils essayent de nous influencer. Je ne sais pas si c'est des fausses informations, mais en tout cas, voilà, eux, ils ont un discours politique, ils ont des éléments de langage, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, ils ont des éléments de langage qu'ils veulent faire passer et à nous de les décrypter. Béatrice ? Et plus l'élection approche, évidemment, plus la tension monte. Assez rapidement. Oui, vas-y. Oui, non, mais juste, je suis d'accord avec Gilles. Et c'est tout l'enjeu, justement, d'avoir plusieurs contacts au sein d'une équipe de campagne. Après, il nous arrive aussi d'avoir ce qu'on appelle des off avec les candidats après un meeting ou pendant un déplacement. Il nous fournit évidemment des éléments de langage. Si on lui dit que rien ne va plus, il ne va pas nous dire « bien sûr, vous avez raison ». Il essaie toujours de trouver la parade. Après, c'est à nous de décrypter tout ce qu'il y a derrière et c'est à nous de faire le tri. Et encore une fois, c'est à nous de relayer oui ou non.
Alors moi, je vais vous demander, avant de se quitter très rapidement, parce que vous vous intéressez tous les trois à la politique. Désiré, tu t'y intéresses beaucoup. Voilà, toi, tu suis les débats, tu te fais tes propres opinions. Je suis les débats et on en parle du coup à la maison. On en parle, on en discute. C'est bien d'en discuter. Il faut aussi garder son propre opinion en fait, hein, avoir du recul et c'est ça, avoir du recul par rapport aux faits. Kylian, alors toi, tu préfères les commentaires des débats que les débats, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, en général, je préfère un débat politique, mais sans un candidat ou sans un politique qui est désigné. Je trouve ça un peu plus dans l'information plutôt que la communication, comme c'est plus prendre du recul, la même chose. Et tu trouves qu'il y a une overdose de commentaires souvent? Oui, si on reprend l'affaire Fillon, on entendait plus ça que les programmes des candidats, ce qui est important maintenant, je trouve. Emma, toi? Moi, j'attends le lendemain pour avoir les commentaires miracle globales. des élections américaines. Hein. Mais toi, tu vas pas à l'info, tu attends qu'elles viennent à toi en quelque sorte. Mais c'est que les débats politiques, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui va m'intéresser pour que je suive 2 heures de politique. Mais j'attends le lendemain pour avoir les informations globales et l'essentiel, on va dire, de l'information. Voilà. Ok, merci beaucoup. C'est fini, mais pas complètement, puisque la deuxième partie de l'émission, qui est notre bonus Internet, on va reprendre tout de suite après. Et puis, c'est 3 autres de vos petits camarades qui vont prendre votre place pour poursuivre le débat et cette expérience qu'on a décidé de mener avec vous et avec le lycée Rive-Gauche de Toulouse. Merci. Merci beaucoup. Merci.